Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais aborder le thème de l'agressivité et de la bascule mentale pour être un guerrier. Alors pourquoi ce thème? En fait, j'ai pas mal d'élèves qui m'ont plusieurs fois parlé de ce qu'il faut être agressif ou pas, ou des élèves qui se posaient la question à comment basculer dans une autre forme d'état de conscience pour se sentir fort, etc. Et puis, c'est une réflexion aussi qui vient de loin, puisque en 2010, j'étais parti au Brésil avec Richard Douyeb, Steve Schmidt, Jean-Pierre Demey et d'autres. Et j'avais été marqué en fait par la façon dont les fédérations approchaient la discipline. Euh, C'est-à-dire que quand certaines fédérations, par exemple, allaient travailler, privilégier l'agressivité, et ben, d'autres fédérations, comme la nôtre à la FEKM, c'était pas le cas. Et du coup, ça m'a vraiment marqué puisque je me suis posé des questions sur moi-même, sur la façon de m'entraîner. Et petit à petit, j'en suis venu à une certaine conclusion. Donc, il faut se rappeler aussi que la plupart des clubs d'arts martiaux ou des arts martiaux tout court vendent quand même un certain modèle qui est le modèle en gros du guerrier. Et c'est pour cause, c'est que à la base c'était comment dire des arts martiaux qui étaient faits pour être sur le terrain et pratiqués entre guillemets par des gens qui en fait se battaient. Mais on va y revenir. Donc j'ai l'impression en fait qu'il y a pas mal d'élèves qui font une sorte de lien entre le fait d'être guerrier et l'agressivité. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'ai un élève qui récemment m'a envoyé un message où il me disait en gros qu'en tant que pratiquant de self-défense, il ne se considérait pas comme un guerrier et qu'il se sentait de devoir travailler son agressivité, de travailler sa bascule mentale et pour pouvoir, ce qui lui permettrait en fait de vraiment passer en mode guerrier en cas de besoin. Alors, ce message est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans en vérité. Peut-être qu'il y a aussi un manque de confiance, etc. Mais peu importe. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est d'aller voir en fait trois grandes parties. Dans la première partie, ça va être d'aller voir par exemple, à savoir est-ce qu'on doit être un guerrier. Et dans une deuxième partie, aussi d'aller regarder de plus près ce qu'est l'agressivité, quels sont les intérêts de cette agressivité, ceux qui sont positifs et négatifs, ainsi que de la bascule mentale. Et enfin, dans une troisième partie, j'aborderai en fait ce qu'on appelle la connaissance de soi et l'acceptation de soi comme élément de réponse à ce thème. Alors, peut-on ou doit-on devenir un guerrier? Grosse question. Qu'est-ce qu'un guerrier? En vérité, je pense que si on pose la question à plusieurs personnes, à savoir qu'est-ce qu'un guerrier, je pense que je peux imaginer assez facilement que la première image qui va venir, ce serait celle peut-être d'un viking par exemple, ou d'un samouraï, ou toutes sortes de personnes qui étaient sur le champ de bataille et qui en fait savaient qu'ils pouvaient mourir. Donc le guerrier, ce serait un peu celui qui serait presque inflexible, voire même cruel, et qui donc se battait avec des épées, et il savait très bien que même si c'était par exemple lors de rituels, comme il pouvait se passer à un moment donné, dans un rituel, que ce soit au pistolet ou même à l'épée, il savait très bien qu'à la fin, il y allait avoir un mort. Donc il y avait vraiment cette notion de mort en fait qui était intégrée, et donc il y avait une certaine forme de peur qui était un peu différente que de la nôtre aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'on est des guerriers, clairement. On pourrait faire un débat dessus, mais je laisse ça à d'autres. Donc du coup, je peux pas être vraiment, je suis pas un guerrier, nous ne sommes pas des guerriers, mais par contre, on peut parler d'esprit guerrier. Prenons l'esprit de notre discipline, esprit Krav Maga. Ça se rappelait aussi d'où vient notre discipline. Je vous avais dit dans une vidéo déjà que c'est une discipline qui est née sur le terrain. Rappelez-vous, notre fondateur Imrich, en fait, il pratiquait sur le terrain, c'était un bagarreur de rue, et en fait, c'est le terrain qui l'a amené à développer ce qu'il a développé. En soi, c'est se rappeler que par la suite, ça s'est encore d'autant plus développé donc en Israël, qui est un pays qui est non seulement né en guerre, donc les enfants en fait d'Israël sont nés dans cet esprit-là, donc ils sont déjà dans un esprit de devoir combattre à tout moment. Et ça, c'est important de garder ça en tête, parce que c'est un esprit qui reste assez militaire et assez israélien aussi. Donc du coup, nous, dans tout ça, on n'est ni des guerriers, on n'est ni des militaires, on n'est ni israéliens, mais en revanche, il y a quand même un esprit. Et cet esprit-là, à ce moment-là, on peut s'en nourrir.
et d'imaginer comment est-ce qu'on peut se rapprocher finalement de cet esprit guerrier. Et ben, on pourrait par exemple reprendre, je ne sais pas, certaines valeurs qui sont liées à cet esprit-là. On pourrait parler par exemple de valeurs de courage et de détermination, voire peut-être même d'agressivité. Ok, et alors, comment faire? J'ai l'impression en fait qu'il y a une véritable confusion dans l'esprit de la plupart d'entre nous, une confusion entre l'agressivité et la détermination. Alors, définissons ce que c'est que l'agressivité. L'agressivité, en soi, ce serait en gros une conduite d'agression contre quelqu'un ou contre soi-même. Derrière l'agressivité, il y a une notion d'émotion très forte, hein, ça peut être de la colère, de la haine, et on sait qu'une émotion, par définition, elle va nous couper d'une certaine forme de la réalité, elle va restreindre notre champ de perception, notre champ sensoriel, restreindre donc notre champ de conscience. En d'autres termes, on perd sa lucidité. Hein, c'est ce qui fait que parfois quelqu'un qui est en colère, il va dire « je suis hors de moi ». Et que derrière, peut-être, il va s'excuser en disant bah, « je suis désolé, c'était plus fort que moi, je ne le comprends pas ». Bon, bref. Donc vous voyez bien cette notion de perte de lucidité qui est importante. En plus de ça, dans l'agressivité, ça va induire des tensions mentales, mais des tensions musculaires. Donc les tensions mentales vont induire des tensions musculaires, et les tensions musculaires vont aussi renforcer les tensions mentales. Ces tensions donc physiques et musculaires, bah, ça crée quoi en fait on parle de raideur dans le corps. Et la raideur dans le corps, ça va nous amener plutôt à ralentir nos mouvements. Vous voyez, donc déjà, en plus de ça, on va vraiment à l'opposé de ce qu'on pourrait parler de relâchement. Et oui, et le relâchement hyper important dans l'apprentissage, puisque au niveau de l'enregistrement neuromusculaire, il est indispensable que ce soit enregistré dans un mouvement qui soit naturel. Hein. Moi, quand je vais prendre un verre d'eau, ben, je ne réfléchis pas, je le prends, je ne suis pas en train de me crisper. Donc, si je m'entraîne, entre guillemets, en étant agressif, donc crispé, ben, je risque d'enregistrer au niveau neuromusculaire un mouvement donc, qui va être précédé d'une crispation. Donc en fait, j'ai plutôt intérêt à pas trop faire ça, quoi. Si par exemple, au contraire, on prend la définition de détermination, on va plutôt parler par exemple d'une manifestation de la volonté, d'agissement en fait sans hésitation à partir d'une décision qui a été prise. Donc vous voyez, en fait, c'est en gros, j'ai pris une décision et pouf, ça y est, il n'y a que ça. Je suis dans une forme de focalisation totale, de monoïdéisme, et effectivement, je suis déterminé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si je vois l'agressivité comme une émotion, et qui s'accompagne des différentes manifestations physiques, alors j'ai tout sauf intérêt à être agressif. Alors que si je conçois l'agressivité comme de la détermination, à ce moment-là, il faudrait être tout le temps agressif. Je pense que ça reste très personnel, mais pour être plus clair, on va parler uniquement de détermination et laissons l'agressivité donc de côté, puisqu'elle fait appel à d'autres connotations. Au cours de stage déjà que j'ai fait sur le relâchement, les élèves avaient fait expérience du fait qu'il était plus intéressant d'être relâché lorsqu'ils prenaient un coup plutôt que d'être tendu. Et oui, ça faisait moins mal. Et c'est très curieux. Mais quand on fait cette expérience-là, finalement on se rend compte que le corps, lui, il est intelligent et il va prendre la bonne disposition pour que ça soit le mieux pour soi en fait. Vous voyez, il y a comme une forme en fait d'action qui ne découle pas de la pensée. J'en avais parlé ça dans une des vidéos sur le vide mental notamment, et c'est dans ce cadre-là que ça peut se manifester. D'ailleurs, ça me fait penser aussi aux gens qui s'entraînent, vous voyez, techniquement, hein, où ils sont tout contractés, où ils sont là, mais pas contractés pour être contractés, mais parce qu'ils sont agressifs. Ils sont là, ouais. Et quand ils font ça, très souvent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont des sensations à ce moment-là, ils ressentent des choses, peut-être même qu'ils s'imaginent des choses. Mais qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est que peut-être qu'ils sont en train de libérer des tensions dues à leur journée, peut-être même des tensions qui viennent du passé, ou peut-être que même ils sont en train de vivre une situation de frustration de la journée, et qu'à ce moment-là, ils s'imaginent en train de déglinguer la personne qui les a bousculés dans la journée, ou le patron qui leur a mal parlé, qu'ils n'ont pas osé répondre, et là, ils se donnent un... Vous voyez? Donc qu'est-ce qui se passe en vérité? Ils sont en train de se faire du bien, autant physiquement que mentalement. C'est du défoulement en fait, mental et physique.
Donc, vous voyez bien qu'ici, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'intérêt à travailler dans l'agressivité, hein. À ce moment-là, taper dans un sac à fond et puis ça va faire du bien. Mais techniquement, ça va pas être super. Maintenant, si on regarde sur le plan du combat sportif, j'entends bien de l'entraînement, ben c'est pareil. Si je suis agressif, je suis dans une certaine forme de tension. Rappelez-vous, ça reste un entraînement. Mon partenaire, peut-être que c'est pas le cas. Si mon partenaire est dans une tension minimale et moi maximale, mais qu'est-ce qui va se passer si mon partenaire, lui, eh ben, il augmente sa tension? Mais moi, je suis foutu, parce que je vais me crisper d'autant plus, puisque je ne pourrai pas répondre, je ne saurais pas répondre à la tension qui me fait face à ce moment-là. Juste pour vous dire qu'à ce moment-là, bah, peut-être que ça vient vraiment confirmer le fait qu'il vaut mieux être déterminé qu'agressif, parce qu'au moins je serai dans cette forme de relâchement. Alors, donc du coup, détermination, on est d'accord. Mais alors comment? Première solution déjà, c'est le travail. Le travail, l'effort, c'est-à-dire se donner, se dépasser dans son travail et être régulier. Il est évident que si je m'entraîne une fois à deux par semaine, je ne vais pas avoir les mêmes résultats que si je m'entraîne 5 fois par semaine, voire tous les jours. Et en termes de détermination, c'est la même chose. La régularité va faire beaucoup. Mais il y a aussi l'intensité de l'effort. C'est-à-dire que si dans mon entraînement, eh ben, je prends des risques de sortir de ma zone de confort, qui est celle de, par exemple, je m'entraîne, mais je ne veux pas aller trop loin parce que j'ai pas envie d'avoir mal ou j'ai pas envie de vomir, etc., bah, je ne vais pas avoir de dépassement, vous voyez. Donc l'idée, c'est vraiment de s'arracher. Et là, effectivement, lorsqu'on fait ça, on sort de sa zone de confort, on bascule dans une zone inconnue qui, justement, va renforcer cette détermination à la fois physique et mentale. Alors, il y a un exemple très simple, hein. En ce moment, il y a Wim Hof qui est super à la mode, là, on parle beaucoup de ce qu'il fait. Bah, pour l'avoir fait, le bain glacé, c'est ça, c'est-à-dire que à la base, on n'a pas envie d'aller dans de l'eau froide. Je veux dire, c'est pas agréable, donc il faut se forcer un peu, on se fait violence, on s'arrache un peu. Et puis, une fois qu'on rentre dedans, je vous assure, votre corps à ce moment-là, il vous crie, barre-toi, dégage de là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je peux faire, en fait, je peux prendre la décision de partir. Mais quand je reste, même si je reste qu'une minute, peu importe le temps, à ce moment-là, je rentre dans une zone que je ne connais pas. Et c'est ce qui justement va travailler d'autant plus ma détermination et donc mon focus. Rappelez-vous, hein, j'ai pas d'hésitation, j'ai une idée et poum, je suis dedans. Donc je vais vraiment travailler ça donc dans l'intensité et l'effort et la répétition. Deuxième solution. Deuxième solution, c'est ce qu'on appelle le switch mental. Alors, qu'est-ce que le switch mental? Il y a quelques années, j'étais parti en Israël avec une équipe et j'avais rencontré un professeur qui s'appelait Kfir. Et visiblement, il y a pas mal d'Israéliens dans certaines fédérations qui vont travailler ce fameux switch mental. En gros, c'est de basculer d'un état de conscience à un autre, c'est-à-dire de l'état calme à l'état agressif, excité. Très intéressant, finalement, comme exercice. Regardons un peu les intérêts positifs puis négatifs. Intérêt positif, déjà je me mets en relation avec deux états chez moi que je n'avais pas l'habitude de jouer avec. Vous voyez? Donc ça, c'est très intéressant déjà. Donc comme point de départ, c'est génial. Et puis, ça va venir intéresser bien sûr les gens dont c'est le métier. C'est-à-dire qui vont avoir besoin de ça. Les militaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le terrain et que, étant donné qu'ils se sont engagés en général, il va y avoir une cohérence entre le but du métier et l'engagement. Donc de toute façon, ce switch mental va plus facilement s'opérer de par les demandes de ce qu'ils font. Et tous les métiers qui s'en rapprochent, bien sûr. Il y a aussi une forme de conditionnement intéressant aussi, de pouvoir basculer sur un claquement de doigts, un conditionnement donc dit même pavlovien, et qui va créer un automatisme. Après, les personnes qui vont le plus se rapprocher de ça, c'est les personnes qui se sont fait déjà agresser. C'est-à-dire qu'ils ont déjà vécu une agression et qui considèrent que dans leur résilience, ils ont décidé en fait de plus jamais que ça leur arrive et du coup, ils basculent dans le mode opposé, quoi. Vous voyez. Donc ça peut être intéressant puisqu'effectivement, ils vont pouvoir se défendre. Maintenant, les intérêts qui sont négatifs, c'est-à-dire, reprenons ce dernier exemple, ces personnes-là qui ont basculé d'un mode à un autre, en fait, ils basculent d'une extrême à une autre. Ça veut dire que finalement, le fonctionnement de départ n'a pas changé, puisque c'est toujours la même chose qui motive le comportement, c'est-à-dire la peur. Et basculer en mode agressif, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, ils basculent donc dans une émotion où en fait, ils vont peut-être déglinguer la personne en face d'eux, alors que peut-être elle les a juste bousculés.
Vous voyez, et là, ça serait un peu dommage parce qu'en fait, il n'y aura pas eu de contrôle de soi. Et oui, donc du coup, on perd en liberté, on perd en lucidité, et donc on est toujours dans le même fonctionnement. Et ça m'étonnerait que les élites travaillent de cette manière-là, parce qu'ils ont justement besoin d'avoir toute leur tête. Donc, pour prendre des décisions notamment qui ne mettent pas en péril le groupe. Donc en gros, conclusion de ça, le switch mental, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et je dirais même que c'est un leurre. Et oui, rappelez-vous, je bascule d'un état à un autre. Je cours pour frapper sur un truc, mais ce qui est en face de moi, c'est neutre. Donc déjà, moi, je joue un rôle, mais c'est neutre en face de moi. Qu'est-ce qui se passe si en face de moi, il y a la même colère, la même agressivité? Est-ce que vraiment je vais agir de la même manière? J'en sais rien. Et c'est pas sûr. C'est pas sûr que je reproduise ça derrière. De la même manière, c'est comme je le disais, c'est un leurre. Pourquoi? Parce que ça ne va pas me donner la conscience des choses. Ça ne va pas me donner plus de lucidité. Ça ne va pas me donner de la maîtrise de moi. Et là, on en vient à une notion importante que j'avais traitée dans une des vidéos, qui était la maîtrise de soi. Valeur très, très véhiculée par l'ensemble des arts martiaux. Donc en gros, ce switch mental, cette bascule mentale deviendrait utile que si finalement on développait, ou si elle était plutôt accompagnée de la conscience, de ce que l'on fait, de la maîtrise de soi, du contrôle de soi. Et par quoi ça passe tout ça? Et bah, par la connaissance de soi et l'acceptation de qui on est. En gros, peut-être on parlerait de la bascule mentale comme d'un meilleur rapport à soi-même, d'un rapport plus serein avec soi-même pour laisser en fait l'esprit et le corps avoir la meilleure action. Rappelez-vous que dans une agression, notre cerveau a déjà pris la décision de l'action à donner, qui serait être l'action la plus appropriée. Mais je vais approfondir, vous allez mieux comprendre. Donc du coup, on bascule dans cette connaissance et cette acceptation de soi. Vous vous rappelez, j'avais, il y a quelques mois, peut-être il y a un an maintenant, fait des vidéos sur les centres de la psyché, où j'avais défini un petit peu qu'il y avait 3 types en fait, de centres. Des gens qui étaient plutôt de type instinctif, mentaux et émotionnels. Et que les instinctifs, lorsqu'ils étaient surpris ou lorsque quelque chose était perçu comme un danger, ils avaient une tendance naturelle et spontanée en fait de faire front à ce qui arrivait et donc d'attaquer ou d'aller vers la chose ou au contraire de la fuir. La fuite peut être du déni par exemple. Là où les émotionnels vont aller être plutôt d'abord envahis par une émotion avant de peut-être agir ou pas, et les mentaux d'avoir aussi cette question qui se pose, c'est mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et après avoir une émotion et éventuellement une action. Et vous voyez qu'il y a une différence entre les gens qui sont plutôt de type instinctif et les gens qui sont plutôt de type émotionnel et mentaux, c'est que chez ces derniers-là, il y a un délai d'action. Un délai d'action qui est lié à un temps de réflexion ou à un temps d'émotion. Et vous voyez, ce temps est très important parce que durant ce temps-là, il peut m'arriver un truc. Donc l'idée en fait des centres mentaux, enfin des centres de la psyché, c'est en fait au final, parce que on est tous des êtres d'instinct, des êtres d'émotion et des êtres de réflexion. Donc du coup, c'est de voir que parce qu'on a un centre privilégié naturel, l'idée au final, c'est d'être équilibré dans ces 3 centres. Et ça vient par le travail personnel, qui peut passer par la pratique des arts martiaux, peut-être même de la méditation ou d'autres choses, vous voyez. Donc du coup, si cet équilibre-là, on pourrait l'appeler centrage, c'est une sorte de centrage ou d'alignement. Et dans les arts martiaux, on parle souvent de vide mental, ce moment où en fait on est juste présent, et c'est là qu'il y a au moins momentanément cet équilibre à l'intérieur de soi. Alors du coup, je vous propose en fait un modèle très simple, d'imaginer par exemple que la plupart des arts martiaux vendent un modèle très particulier. Et si on regarde d'ailleurs les logos, souvent, c'est souvent des animaux dedans. Ça peut être un tigre, ça peut être un cobra, parfois ça peut être aussi un dragon. Et c'est vrai que c'est des modèles de référence parce que c'est vrai que ça fait stylé quand même de se dire je pourrais être un cobra, un tigre ou un dragon. Donc c'est un peu le modèle qui est vendu. Maintenant, regardons comment se comportent ces animaux-là. Effectivement, ce sont des animaux de prédation. Le tigre, quand il réagit, il va se grouper avant de bondir et attaquer en mode rectiligne. Là où, par exemple, je sais pas, on peut imaginer que le dragon, il va cracher du feu, même si c'est un animal symbolique. Ça reste très symbolique tout ça. Donc, c'est vrai qu'au départ, je pourrais prendre ce modèle de référence,
bah ouais, c'est plus agréable de se dire que je vais être un tigre, un dragon qu'un héron, quoi. Mais en soi, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'à la base, moi, c'est mon cas? Venons-en aux faits. Prenons l'exemple de deux autres animaux. Le singe, par exemple. Le singe, quand il se défend, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il saute partout, il crie, il s'attache, s'accroche aux branches. Et le rat, qu'est-ce qu'il fait? Et bah, quand il est attaqué, bah, sa première action, souvent, c'est de filer dans le premier trou qu'il trouve. Il ne va attaquer et contre-attaquer que lorsqu'il se sent acculé. Donc vous voyez bien qu'en fait les animaux ont des comportements très différents. C'est se rappeler aussi que chaque animal, en vérité, il a que sa défense, que sa manière de se défendre, elle est par définition efficace. Et elle l'est. Pourquoi? Bah, pour cause. C'est le résultat de milliers d'années d'évolution et d'adaptation. Donc c'est efficace. Peu importe qu'au final, ils finissent par mourir dans une confrontation. Il aura fait du mieux qu'il a pu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de glorification ni de honte à se défendre comme un rat, comme un singe, comme un tigre, peu importe, puisque de toute façon ce qui compte c'est à ce moment-là la survie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je rentre dans une salle d'arts martiaux, on me vend le modèle du tigre. Moi, imaginons que je sois plutôt rat. Mais j'ai envie d'apprendre à me battre comme un tigre. Il est probable que je finisse par vouloir montrer que je suis un tigre, de me déguiser comme un tigre. Et je vais finir par croire que je le suis. Donc, si je suis par exemple dans une situation d'intimidation, évidemment, le rat déguisé en tigre, bah, il peut, entre guillemets, s'habiller de muscles, s'habiller de cris, de quelqu'un qui parle fort, pour intimider. Et ça peut fonctionner effectivement. Sur le modèle sportif, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si je combats, en général dans un combat sportif, même de compétition, que ce soit à la compétition ou même à la salle, j'ai quand même aucun risque. Je veux dire, il y a soit un arbitre, soit je peux décider à tout moment d'arrêter le combat. Soit parce que j'ai pas envie de, enfin, je veux garder la face et que j'ai pas envie de casser mon image de tigre aux yeux des autres ou à mes yeux. Ou alors je peux aussi, comment dire, feindre une douleur pour justement arrêter. Donc vous voyez, en fait, il n'y a pas de risque. Donc je peux garder encore mon masque du tigre. Et continuer à y croire d'ailleurs, m'identifier à ça. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où je me retrouve dans une véritable situation d'agression et que là, Roland des mécaniques, entre guillemets, jouant le tigre, ça marche plus, le masque tombe. Et il va tomber en général assez vite. Le problème, il va intervenir à quel moment? Bah, au moment où en fait, le masque tombe. Pourquoi? Parce que le rat qui aura appris à être un tigre, il se sera peut-être jamais reconnu comme un rat. Peut-être même jamais accepté comme un rat, puisqu'il a voulu être un tigre. Ce qui fait que, ne s'étant jamais reconnu comme un rat, il n'aura jamais connu et appris à se comporter comme un rat. Et donc, il va y avoir un conflit interne qui, en fait, va créer un délai d'action. Pourquoi? Ça va induire, en fait, ce conflit interne va induire des comportements d'inhibition qui va, en fait, empêcher le rat d'avoir sa réaction spontanée. Je pense que vous m'avez compris. L'idée, ça veut dire que ici, la meilleure façon de travailler sa bascule mentale, c'est d'accepter qui on est. D'abord, peut-être aussi savoir, si par exemple je suis un peu heureux, ça veut dire en gros, bah, accepter que je suis un peu heureux, parce que j'aurai la meilleure action. Ça se fera spontanément. Je vais courir immédiatement et je vais pouvoir me sauver la vie. Si, après je dis peureux, ça peut être autre chose encore une fois. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler ces techniques de tigre, etc. Pourquoi? Parce que si je suis un rat et que je me faufile dans un trou et que je suis ok, mais que par malheur, l'animal en face me retrouve pour me défoncer, bah là je suis acculé. Et là, c'est là que ça va devenir intéressant d'avoir travaillé ces techniques de tigre, parce que j'aurais amélioré ma défense en tant que rat. Donc, vous voyez un peu l'idée, c'est, en gros, si je me prends pour ce que je ne suis pas, j'oublie ce que je suis. Et donc, si j'oublie ce que je suis, le jour où j'ai un problème, eh ben, je vais rentrer dans ce conflit interne. Et plus d'ailleurs ce gap va être grand, et plus ce conflit interne va être grand, et plus le délai d'action va être grand, et c'est là où je vais rencontrer en fait des problèmes. Donc en gros, ça veut dire quoi? En conclusion, c'est je peux pas être un guerrier. Enfin, je veux dire, soit je le suis, soit je suis un guerrier, et c'est top, tant mieux pour moi. Soit je le suis pas, et alors je dois aller chercher ce que je suis. Alors je peux utiliser par exemple le modèle de référence dont j'ai parlé, peut-être que vous pouvez regarder quel animal je correspond dans mes comportements, c'est peut-être une façon de faire. Je peux aussi par exemple
faire de la méditation, je peux faire plein de choses, mais en gros, c'est quoi? C'est soit je suis un guerrier, soit je ne le suis pas. Si je ne le suis pas, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de ça et développer les attributs liés à ce qui est les valeurs de courage et de détermination, donc ce qui représente un guerrier. En faisant quoi? En travaillant ma détermination plutôt que mon agressivité, en travaillant beaucoup, durement. Plus je le ferai, plus je me rapprocherai de ça. Et enfin, en allant vraiment commencer à tolérer ce que je suis, la façon dont je me comporte, et enfin le permettre, m'autoriser entre guillemets à être ce que je suis et me comporter comme je suis pour pouvoir mieux m'accepter par la suite et permettre en fait à mon système de self-défense, qu'on pourrait appeler un système de défense intelligent, qui serait agir en fonction de ce que je suis et ce que j'aurais appris à côté. Ainsi, je pourrais mettre à profit, évidemment, tous mes apprentissages. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, des commentaires à faire, faites-les à la fin de la vidéo. Et je m'arrangerai pour y répondre assez rapidement. Merci beaucoup et je vous retrouve la prochaine fois pour un autre thème. Ciao!